Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la crise en péninsule coréenne. La Corée du Sud et les États-Unis devraient entamer des discussions sur le possible déploiement d'un système de défense antimissile américain. Les deux alliés mettent leurs forces en commun pour déployer un système de défense en haute altitude appelé THAAD. Les deux pays vont décider du partage des coûts, du lieu d'accueil et de protection de l'environnement. La Corée du Sud et les États-Unis ont annoncé leur intention de discuter du déploiement du THAAD dimanche dernier, quelques heures seulement après le lancement par la République populaire démocratique de Corée d'une fusée à longue portée. La Corée du Sud parle de provocation et entend bien se défendre. Les médias locaux rapportent que la présidente Park Geun-hye devrait s'exprimer sur le sujet la semaine prochaine. La RPDC a annoncé avoir mis un terme à l'enquête sur les disparitions de citoyens japonais. L'agence de presse officielle KCNA rapporte que le comité chargé de la question a été dissous. Cette décision arrive en représailles après les sanctions imposées par le Japon suite au lancement d'une fusée longue portée par Pyongyang. La RPDC avait admis en 2002 avoir kidnappé 13 citoyens japonais dans les années 70 et 80. 5 des personnes enlevées ont pu retourner au pays, mais Tokyo voudrait connaître le sort des 8 autres. Pyongyang affirme qu'ils sont morts, mais le Japon pense que certains d'entre eux sont devenus des espions. Le Japon avait levé certaines sanctions contre la RPDC en 2014 en échange de cette enquête. La Chambre des représentants américaine a voté à l'unanimité le durcissement des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Le Congrès soumettra le texte au président Barack Obama. Les législateurs souhaitent que Washington, les Nations Unies et les autres gouvernements tiennent une position claire envers Pyongyang. La nouvelle loi adoptée inclut des sanctions secondaires contre toute personne ou entreprise commerçante avec la RPDC. Les nouvelles sanctions proposent de punir quiconque aidera le régime de Pyongyang dans la prolifération d'armes de destruction massive, dans l'acquisition de matériel de guerre, dans l'importation de produits de luxe, dans le non-respect des droits de l'homme et dans toute activité de cyberterrorisme. Les sanctions prévoient la saisie d'actifs, l'interdiction de visas et le refus de contrats publics américains. De son côté, la Chine a déclaré qu'elle soutiendrait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement d'un missile. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissile à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles. En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. À Hong Kong, un nouvel incendie d'origine suspecte s'est déclaré dans la ville, dans une aire de stationnement du quartier de Lai Tse Kok vendredi soir. Il aura fallu 2 heures à plus d'une centaine de pompiers pour venir à bout des flammes. Selon les médias locaux, en seulement 20 minutes, près de 5 explosions ont été entendues par les résidents du voisinage. D'après la police, le feu s'est déclenché dans 2 conteneurs remplis de styromousse. La superficie de la zone touchée par les flammes a atteint les 6400 mètres carrés et 31 véhicules ont été détruits. Aucun blessé n'a cependant été signalé. La police a indiqué qu'une enquête est en cours. L'incendie s'est déclaré un jour seulement après que 40 poubelles aient été incendiées dans le parc du quartier de Mong Kok vendredi matin. La police a trouvé du liquide inflammable sur la scène du crime. De plus, un incident similaire a été signalé jeudi soir. La police aurait également trouvé des bidons de gaz dans les poubelles. Les autorités hongkongaises ont inculpé une nouvelle personne pour son implication dans les violences qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à Mong Kok. Le prévenu sera jugé ce samedi.
Au total, 41 personnes ont été inculpées de participation à un mouvement d'émeute. 40 personnes ont été présentées au tribunal, accusées d'avoir participé aux violences qui ont eu lieu à Mongkok. Tous les prévenus, sauf un, ont été accusés d'avoir participé à l'émeute. Le secrétaire à la justice, Rim Kih-yuan, a condamné cette émeute, la décrivant comme un sérieux défi porté au respect de la loi à Hong Kong, et démenti les spéculations concernant le fait que les poursuites judiciaires étaient motivées politiquement. Au cours des 2 dernières années, j'ai vu beaucoup de rapports de personnes reliant les poursuites à la politique. Je tiens à répéter que les poursuites ont été faites sans aucune considération politique. Les violences ont été manifestement illégales. J'espère que les gens arrêteront d'utiliser la politique en tant qu'excuse pour couvrir leurs actions. Les accusés se sont vus accorder une remise en liberté sous caution à condition qu'ils se tiennent éloignés de Mongkok. Ils devront se représenter au tribunal le 7 avril. Le département de la justice a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la police et qu'il examinerait les preuves avec minutie pour décider si d'autres accusations devront être envisagées. 3 personnes ou plus ont participé à un rassemblement sans la permission de la police et le rassemblement n'était pas pacifique, c'était une émeute. Les contrevenants pourraient se voir condamnés à un maximum de 10 ans d'emprisonnement. L'émeute a démarré sous prétexte de défendre les vendeurs de rue de manière similaire au mouvement qui a eu lieu en Tunisie où un vendeur de rue s'était immolé par le feu, ce qui avait déclenché un mouvement politique. Ces émeutiers voulaient répéter cette expérience et défier le gouvernement hongkongais. Dans la nuit de lundi, des dizaines de manifestants masqués ont attaqué la police avec des briques et des bâtons taillés en pointe. Un officier de police a tiré 2 coups de semonce afin de protéger un collègue à terre. Une enquête de la police a conclu que les tirs avaient été raisonnables et appropriés. Un tribunal a estimé que le policier avait agi en accord avec la loi et qu'il n'avait pas eu d'autre alternative que d'utiliser son arme. Nous espérons que les gens dotés d'un sens de la justice et d'une conscience soutiendront la police et le maintien de la sécurité à Hong Kong et fourniront un environnement stable et prospère. De nombreux groupes sociaux ont lancé des activités pour soutenir la police. La situation demeure tendue à Mongkok et les habitants espèrent que le gouvernement traduira les émeutiers devant la justice le plus tôt possible. Les députés des 2 camps politiques condamnent à l'unisson les violences. La plupart des habitants déclarent soutenir la police et les agences de maintien de l'ordre. Le gouvernement central a également annoncé soutenir fermement le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong concernant la protection de l'ordre public. Le nombre de victimes du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est passé à 116 morts. Les équipes de secours ont accéléré leur utilisation de machinerie lourde pour retrouver des corps dans les décombres d'un immeuble de 16 étages qui s'est effondré. Malgré de fortes pluies, les proches des victimes se sont réunis lors d'une cérémonie bouddhiste pour rendre hommage à ceux qui sont morts dans cette terrible tragédie. Des jeunes et des moins jeunes. Les visages de ceux qui ont péri dans le tremblement de terre de samedi dernier. Sur les tables, des offrandes pour les êtres chers qui sont disparus. Seulement 2 personnes ont survécu dans l'effondrement du complexe immobilier Golden Dragon. Ils devaient dormir profondément lorsque le séisme s'est produit. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas souffert avant de mourir. Le dirigeant de Taïwan, Ma Ying-jeou, a rencontré les familles des victimes pour leur transmettre ses condoléances, pendant que celle qui va lui succéder, Tsai Ing-wen, a prié à leur côté. Certaines des personnes venues se recueillir sont des survivants de la tragédie. Cette femme a été retirée des décombres avec ses 2 enfants, mais son mari n'a pas eu cette chance. Sur le site de la tragédie, les travaux se sont accélérés vendredi. Des grandes quantités de débris ont été retirés, ce qui a permis la découverte de plusieurs corps. Plusieurs corps se trouvaient ensevelis à l'endroit auquel nous avons eu accès aujourd'hui. Dans les jours précédents, nous n'étions pas capables d'y arriver parce que la structure s'est effondrée juste au-dessus de cette zone. Le nombre de morts confirmés a grimpé de façon dramatique vendredi, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui manquent à l'appel. L'espoir de retrouver des survivants a donc considérablement diminué. Ce triste constat pourrait bien obliger les autorités à annoncer samedi un nouveau bilan qui devrait porter le nombre de victimes de cette horrible catastrophe à près de 120 morts. Crise syrienne à présent. Le président syrien Bachar al-Assad se dit confiant par rapport aux négociations, mais il a ajouté que son gouvernement continuera la lutte contre le terrorisme.
Depuis le début du conflit, nous croyons fermement aux négociations et à l'action politique. Cependant, négocier ne veut pas dire qu'on arrête le combat contre le terrorisme. Les deux volets sont indispensables en Syrie. Le premier désigne les pourparlers et le deuxième la lutte contre le terrorisme. Assad a juré de reconquérir tout le territoire syrien dont de vastes territoires sont contrôlés par les forces rebelles ou djihadistes. Il a averti que les combats pourraient être longs. L'offensive en cours dans le nord de la province d'Alep et largement soutenue par le gouvernement russe a essentiellement pour objectif de couper la voie principale de ravitaillement de l'opposition depuis la Turquie. Le président syrien n'a pas écarté le risque d'une intervention militaire turque et saoudienne en Syrie. Il a également abordé le problème des flots de réfugiés syriens et que c'était à l'Europe d'arrêter de protéger les terroristes, mais d'aider les Syriens à retourner chez eux. Au Brésil, le ministère de la Santé demande à la population de se joindre à la lutte pour vaincre le virus Zika lancé par le gouvernement dans tout le pays. Celui-ci estime que la meilleure façon de freiner la propagation du virus est d'empêcher les moustiques de s'installer dans les résidences des Brésiliens. Plus tôt, la présidente Dilma Rousseff et son cabinet sont descendus dans les rues pour une campagne de sensibilisation d'une journée qui a eu pour but d'atteindre 3 millions de résidences. Dans les jours à venir, les forces armées du Brésil et environ 71 000 militaires dans l'État de Rio de Janeiro essaieront de passer le message. Ils iront dans les domiciles pour distribuer des prospectus avec des informations sur la façon d'éliminer le moustique qui se reproduit dans et autour des maisons. Au total, environ 220 000 membres des forces armées du Brésil seront déployés. Les soldats travailleront avec des employés des services médicaux locaux. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a minimisé la menace du virus Zika, disant qu'il s'agit d'une exagération pendant une visite aux installations aquatiques des Jeux olympiques de 2016. C'est un problème pour le Brésil, quelque chose dont nous devons nous occuper. Samedi sera le jour J contre les moustiques, contre Zika, contre la dengue. Nous devons régler la situation, mais nous ne pouvons pas faire de lien avec les Olympiques. Ce n'est pas un sujet olympique. C'est un sujet pour les Brésiliens et pour la ville de Rio de Janeiro. C'est maintenant la seconde partie de cette édition et c'est l'heure non pas du monde de l'économie mais d'aujourd'hui la Chine, excusez-moi, mais nous retrouvons avec plaisir encore Raïssa Girondin. Raïssa, bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui fait l'actualité en Chine aujourd'hui, s'il vous plaît? On débute par le pic des transports suite au Nouvel An chinois. Des centaines de millions de Chinois retournent dans les grandes villes en ce dernier jour de vacances passées en famille. La pression monte sur les réseaux de transport du pays, d'autant que le brouillard et le froid sont eux aussi de retour dans plusieurs régions du pays. Les passagers du rail devraient être 10 millions, soit 9% de plus que l'an dernier. Les routes vont accueillir un nombre record de voitures. Un grand nombre de vols ont été annulés à Shanghai et Dalian en raison du brouillard. Certains ne décolleront que dans 24 heures. Les autorités du trafic aérien préviennent les voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Les 49 jeunes filles américaines qui ont pris part à la danse des fleurs de jasmin durant le gala de la fête du printemps sont désormais de retour chez elles à Atlanta. C'était un véritable honneur pour ces danseuses que de se produire à la télévision chinoise, la CCTV, spécialement dans ce grand spectacle qui vient illuminer le réveillon de milliards de personnes dans le monde, et ce depuis les années 1980. Leilani Tien est très disciplinée pour son âge. Quand elle ne danse pas, elle étudie. Usually when I'm reading my AP US history book, I'm stretching or doing something like that. La semaine dernière, Leilani et ses comparses de l'Académie Morningstar d'Atlanta ont investi la grande et prestigieuse scène du gala de la fête du printemps de CCTV. C'était une première pour cet événement qui est regardé par des milliards de personnes dans le monde. Comment pourrait-on ne pas être stressé? Mais nous sommes ensemble et nous avons une super relation d'équipe.
Les filles ont passé 2 semaines à Beijing à se préparer. Leurs parents étaient avec elles, comme la mère de Abipan. Je sais que ma mère n'est pas une mère tigresse typique. Elle me laisse faire beaucoup de choses et je voudrais saisir cette occasion pour la remercier de tout ce qu'elle a fait. Les parents se souviennent, pour nombre d'entre eux, avoir regardé le merveilleux gala dans leur enfance. Au début, on n'arrive vraiment pas à y croire. Maintenant, ma fille peut y aller. C'est une super occasion d'aller visiter la Chine pour elle. Rémi Gouin, 11 ans, sort du lot avec sa chevelure blonde. Elle dit que tout le monde veut la prendre en photo en Chine avec ses cheveux jaunes, comme on dit ici. Ça ne la dérange pas, au contraire, elle semble même apprécier l'expérience. J'aime les villes et les lumières, et les feux d'artifice. Tout est trop cool, les immeubles sont super hauts et très jolis. Tout le monde a l'air gentil. Les filles ont reçu un accueil triomphal. La vidéo de leur performance a été vue des milliards de fois en Chine et à l'étranger. Un accueil formidable de la part des Chinois. Et nous terminons avec la série Redécouvrir l'Afrique. Aujourd'hui, nous partons pour l'Éthiopie, qui est un pays d'agriculture traditionnelle, mais qui tente depuis quelques années d'attirer des investissements étrangers dans le secteur de la manufacture. L'un de ces investisseurs étrangers est le groupe chinois Huadian Group. Allons visiter leurs usines dans la zone industrielle de l'Est de l'Éthiopie. Chaque jour, ces ouvriers peuvent produire 7500 paires de chaussures à la Cité internationale de la chaussure de Huadian en Éthiopie. Toutes ces chaussures pour femmes sont exportées vers les États-Unis et l'Europe sous des noms de marques comme Guess, Mark Fisher ou encore Nine West. Messeret Girma travaille au département couture depuis 2 ans et demi. Elle est satisfaite de son travail et elle dit qu'elle va bientôt être promue superviseur de département. Au fil des jours, j'ai changé de poste et de salaire. Tout peut changer avec le temps, je suis très heureuse. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler pour Huadian. J'aime travailler pour Huadian. Huadian est l'un des plus grands fabricants de chaussures pour femmes du monde. Il emploie 4000 ouvriers en Éthiopie. Mais les nouveaux ouvriers sans expérience doivent recevoir une formation. Du premier poste jusqu'au poste de management, Huadian donne sa chance à tous de recevoir une formation et d'être promu. Une règle que Demis Degev a très bien comprise. En 2013, grâce à son travail, Demis a eu la chance de recevoir une formation pendant 1 an au quartier généraux de Huadian à Dongguan dans le sud de la Chine. De retour en Éthiopie, il est désormais superviseur d'usine, s'occupant de centaines d'ouvriers. J'ai appris le chinois, le management et la culture d'entreprise de Huadian pendant ma formation. Le concept de temps est très important. Par exemple, si quelqu'un me demandait de venir à 14h30, je pouvais être en retard et arriver à 14h35. Mais après ma formation en Chine, j'ai changé ma conception des choses et si quelqu'un me demandait de venir à 13h, alors je viendrai à l'heure. En 2014, la Cité internationale de la chaussure de Huadian a exporté pour 18 millions de dollars de produits. Le président du groupe, Zhang Huazhong, dit que l'Éthiopie ne sert pas seulement à réduire les coûts du travail de 10 à 12%, mais il espère établir toute une chaîne de distribution dans les pays d'Afrique de l'Est et devenir un grand contributeur à l'économie du pays. L'une de nos plus grandes contributions est que nous avons employé plus de 4000 personnes sur place qui ont maintenant un emploi et un salaire. Nous fournissons aussi les petits déjeuners, déjeuners et dîners et des services bus gratuits. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité du travail. Ce qui est le plus important, c'est changer l'idée fausse selon laquelle ce qui est manufacturé en Afrique n'est pas bon. Si vous avez une bonne culture d'entreprise, un bon système de formation et une attitude de partage envers les autres, vous pouvez construire une bonne entreprise en Afrique. Huadian est l'un des premiers investisseurs dans la zone industrielle de l'Est.
Ces performances ont aidé à attirer d'autres investisseurs dans la zone. Établie en 2009, qui accueille maintenant 36 compagnies, la plupart étant chinoises, les autres étrangères. Toutes les entreprises présentes dans la zone bénéficient de politiques préférentielles dont l'exonération d'impôts pendant 2 ans et une fourniture d'électricité toujours stable. Les produits envoyés de n'importe quel port chinois arrivent ici pour être traités en Éthiopie. Nous avons aussi un système de déclaration en douane rapide. L'Éthiopie se concentre maintenant sur l'industrialisation en stimulant la manufacture. Le gouvernement fédéral a pour vision de faire de l'Éthiopie une société de moyenne aisance d'ici à 2025. Selon notre plan, nous donnons la priorité aux investissements directs étrangers de partout dans le monde, spécialement de Chine, que ce soit les produits en cuir, des textiles, du métal ou de la métallurgie. Nous faisons dans le business de l'environnement et dans l'investissement direct étranger durable. Le ministre dit que l'Éthiopie est le second pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, ce qui veut dire une main-d'œuvre abondante, ce qui est un atout dans le secteur manufacturier. Et le pays construit maintenant différents parcs pour écourter les délais, dans l'espoir que plus d'investisseurs viendront de Chine ou d'autres pays aussi. La Chine est le premier investisseur dans la chaussure en Afrique. Et le groupe Huadian prévoit de faire de l'Éthiopie un hub global dans les 10 prochaines années. Le gouvernement éthiopien préfère élargir sa capacité de production et sa coopération avec la Chine en attirant plus de manufacturiers chinois dans les techniques, le soutien financier et l'expérience vont bénéficier au secteur manufacturier et aider le pays à décoller économiquement. Et c'est déjà la fin de ce volet. Merci de nous avoir suivis. On voit Elsa pour la fin de cette édition. Mais oui, c'est moi qu'on voit. Merci beaucoup Raïssa et merci pour toutes ces informations très précieuses sur l'actualité chinoise. L'heure est venue de nous quitter, mais c'est pour mieux nous retrouver dans 1h30 avec une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur notre chaîne, bien sûr.